Bonjour à tous, aujourd'hui on plonge au cœur d'un sujet vital en soins intensifs, le choc septique. Pendant des années, la règle c'était simple, des fluides, encore des fluides, on remplissait quoi. Sauf que cette idée est en train d'être complètement chamboulée. On va voir ensemble pourquoi ce qu'on croyait être une certitude est en pleine remise en question. Et voilà le cœur du problème. Comment est-ce qu'un traitement censé sauver une vie peut en même temps faire des dégâts? C'est tout le paradoxe. Les fluides, bien sûr, sont indispensables pour remonter la pression, mais en donner trop, c'est risquer d'aggraver les choses, de rentrer dans un vrai cercle vicieux. Pour piger ça, il faut qu'on aille le voir de très très près, directement sur la scène du crime au niveau microscopique. Et ce champ de bataille, c'est ce qu'on appelle l'endothélium. C'est cette fine paroi de cellules qui recouvre l'intérieur de tous nos vaisseaux sanguins. En cas de sepsis, c'est là que tout déraille, ça devient le centre du chaos. Alors regardons un peu ce que c'est cet acteur si important. Alors attention, l'endothélium, ce n'est pas juste un simple tuyau, un revêtement passif. Non, c'est un organe à part entière, hyper dynamique, super intelligent. Il faut l'imaginer comme un contrôleur ultra sélectif. Il décide qui entre et qui sort du vaisseau sanguin, il gère l'inflammation, il maintient la pression, bref, en temps normal, c'est une mécanique de précision absolument incroyable. Mais pendant un sepsis, c'est la catastrophe. Le contraste est saisissant. D'un côté, un endothélium sain qui fait son job de barrière super efficace, et de l'autre, l'état septique. Là, la barrière devient une véritable passoire, tout fuit. Les vaisseaux se dilatent complètement, sans aucun contrôle, et toute la surface se transforme en zone de guerre, en pure inflammation. Résultat, le liquide s'échappe massivement des vaisseaux et inonde les tissus. C'est ça qui crée les œdèmes et qui mène à la défaillance des organes. C'est exactement ça, le fameux syndrome de fuite capillaire. Ok, mais comment on en arrive là concrètement? En gros, il y a 3 grands mécanismes d'attaque. D'abord, il y a le glycocalyx, c'est une espèce de gel protecteur, un revêtement anti-adhésif qui tapisse les cellules, il se fait littéralement déchiqueter. Ensuite, il y a la fameuse tempête de cytokines, cette réaction immunitaire qui s'emballe et qui vient forcer, comme avec un pied de biche, les jonctions entre les cellules. Et pour finir, un stress oxydatif massif, un vrai tsunami de molécules toxiques qui dévaste tout sur son passage. Bref, c'est une attaque en règle sur tous les fronts. Face à un tel désastre, comment est-ce que la médecine a réagi au fil des ans? C'est ça qui est fascinant dans l'histoire de la réanimation. On voit bien comment elle apprend, et parfois comment elle apprend de ses erreurs. Si on remonte au début des années 2000, le dogme c'était plus, c'est mieux. On balançait des litres et des litres de fluide en suivant des protocoles très stricts. Et puis, autour de 2014, de grandes études ont tiré la sonnette d'alarme. Oula, attention, cette approche super agressive, elle peut être dangereuse. Alors aujourd'hui, on entre dans une toute nouvelle ère. L'objectif, ce n'est plus juste de remplir le réservoir. Non, le but, c'est de protéger activement cette fameuse barrière endothéliale si fragile. Bon, alors c'est quoi la solution aujourd'hui face à ce dilemme? C'est une approche beaucoup plus fine, plus intelligente, qui se déroule en plusieurs phases. Ça s'appelle le cadre PAES. PAS, ça veut dire Phase Adapted Endothelium Sparing. En français, une stratégie adaptée aux phases et qui épargne l'endothélium. L'idée derrière, elle est pleine de bon sens. Le traitement doit changer en même temps que l'état du patient évolue. C'est logique, on ne va pas gérer la situation de la même façon à la première heure et au 3e jour. Chaque phase a ses propres objectifs et ses propres outils. Phase numéro 1, le sauvetage. Là, c'est une vraie course contre la montre. Le but, c'est de faire remonter la pression artérielle le plus vite possible pour que les organes vitaux reçoivent à nouveau du sang. Alors oui, on utilise des fluides, mais pas n'importe comment. On prend des cristalloïdes balancés et surtout, point absolument crucial, on démarre très très tôt les vasopresseurs, la noradrénaline par exemple. Ça aide à resserrer les vaisseaux et donc ça limite la quantité totale de fluide qu'on va devoir donner. Et le choix du fluide, ce n'est pas anodin, c'est une vraie décision médicale. Les cristalloïdes, c'est super pour agir vite au début, mais le problème c'est qu'ils ne restent pas longtemps dans les vaisseaux, ils fuient vite. L'albumine, à l'inverse, elle reste bien plus longtemps dans la circulation. Mais ce n'est pas tout, son rôle est bien plus large, c'est un vrai traitement en soi. Elle a des effets stabilisateurs, antioxydants, directement sur l'endothélium. Et c'est ça qui la rend si intéressante pour la phase suivante, la phase d'optimisation. Allez, on avance vers les phases finales. Une fois que le choc initial est maîtrisé, l'objectif change du tout au tout. Pendant la phase de stabilisation, on lève le pied. On arrête de donner du liquide pour rien. Et ensuite, pendant la désescalade, on passe à l'offensive inverse. On cherche activement à enlever l'excès de liquide qui s'est accumulé, souvent en utilisant des diurétiques. C'est un concept clé, la déressuscitation. C'est une étape absolument essentielle pour que les organes puissent enfin souffler et commencer à récupérer. Évidemment, pour mettre en place une stratégie aussi fine, l'intuition ne suffit pas. Il faut s'appuyer sur des preuves scientifiques solides et sur des outils de surveillance modernes qui permettent de guider les décisions, là, maintenant, en temps réel. Et des preuves, il y en a. Prenez l'étude SMART par exemple, elle a clairement montré que si on utilise des fluides balancés plutôt que le sérum salé classique, on diminue le risque de gros problèmes au rein.
Pourquoi? Tout simplement parce que le sérum salé est bourré de chlore et ça, les reins n'aiment pas trop. Et ce qui est intéressant, c'est que chez les patients en sepsis, le bénéfice est encore plus net. Ça montre bien qu'un choix qui peut paraître anodin a en fait des conséquences énormes. Et l'albumine dans tout ça. L'étude Albios nous a appris quelque chose de fondamental. Globalement, l'albumine n'a pas montré de bénéfice pour tous les patients en sepsis. Mais, si on regarde de plus près le sous-groupe des plus malades, ceux qui sont en vrai choc septique, là, l'ajout d'albumine a permis de réduire la mortalité d'environ 6%. 6%, ça peut sembler peu, mais en réanimation, c'est un chiffre énorme. Ça nous dit quoi? Que l'albumine n'est pas un remède miracle pour tout le monde, mais que c'est un outil très puissant pour les patients les plus graves. Alors pour piloter cette approche sur mesure, les soignants ont aujourd'hui tout un arsenal d'outils. Fini de se fier à des chiffres statiques un peu vieillots, maintenant on utilise des évaluations dynamiques pour prédire si un patient a vraiment besoin de plus de liquide ou non. Avec l'échographie, directement au lit du patient, on peut voir en direct l'effet des fluides sur le cœur, sur les poumons. On a aussi des biomarqueurs qui peuvent nous donner une idée de l'étendue des dégâts sur l'endothélium. Et même un test tout simple, le temps de recoloration cutanée, s'est révélé être un guide super efficace pour savoir quand il faut dire stop aux fluides. Tout ça, ça nous amène à une conclusion assez passionnante et ça dessine une vision de ce que sera la réanimation de demain. Cette idée résume parfaitement le changement de paradigme. On n'est plus dans une logique de plomberie un peu basique où il faut juste remplir un tuyau. Non, la réanimation moderne, c'est une intervention de haute précision. Le but, c'est de soutenir l'organisme, bien sûr, mais tout en protégeant activement ses parties les plus fragiles. Et ça nous laisse avec une question finale, une question qui ouvre des perspectives. Maintenant qu'on apprend à mieux protéger cette barrière endothéliale, est-ce que la prochaine étape ne serait pas de développer des traitements qui non seulement évitent les dégâts, mais qui vont carrément réparer la barrière? C'est peut-être là que se cache la prochaine révolution dans la prise en charge du choc septique. Merci d'avoir suivi cette analyse.